Bonjour à tous, je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Bienvenue pour la quatrième session des rencontres culturelles organisées par l'ambassade de France au Kazakhstan et l'Alliance française d'Astana. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les partenaires de cet événement qui ont diffusé l'annonce, donc à la fois l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, le réseau des alliances françaises d'Asie centrale, l'Alliance française d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, Tachkent, l'ambassade de France à Dushanbe. Et puis également la Galerie d'art contemporain du Kazakhstan, ces galeries représentées aujourd'hui par Dina Baitasova. Et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Mathias Kiss, artiste, et la réalisatrice Mila Kiss, sa fille, pour la quatrième session des rencontres culturelles. Donc bonjour Mathias. Bonjour Jérémy. Alors comment allez-vous tous les deux déjà, tout d'abord? Très bien. Très bien? Nous allons. Oui. Bon, tant mieux. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer parce que Mathias, vous étiez à la fois compagnon du devoir, vous étiez artisan avant de devenir artiste depuis quelques années. Vous avez fait de nombreuses expositions en France, au Palais de Tokyo, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Vous êtes actuellement un artiste à renommée internationale. Euh, alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu votre parcours? Qu'est-ce que c'est pour les Français qui ne connaîtraient pas et puis les non natifs, être compagnon du devoir? Alors les compagnons, c'est des ouvriers, donc des gens qui travaillent de leurs mains. Et les compagnons, moi j'étais spécialisé dans la restauration de monuments historiques. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, c'est l'inverse de la création, c'est la conservation. Et donc la restauration, c'est prolonger les choses qui ont été faites hier. Et notamment, par exemple, sur quoi est-ce que vous aviez pu travailler? Dans des châteaux, dans des monuments historiques? Beaucoup de musées, le musée du Louvre, le musée Rodin, mais la Comédie Française, l'Opéra Garnier, enfin ce genre de tout le patrimoine et le classicisme parisien. D'accord. Souvent, souvent moi j'étais beaucoup à Paris. Et c'est là que vous avez appris les savoir-faire de la dorure, toutes les compétences liées Alors à la matière. moi j'ai commencé pour vous présenter par un apprentissage de peintre vitrier qui n'a Mhm. rien à voir avec les vitraux. C'est la vitrerie, c'est le travail du verre. Donc la peinture et la vitrerie. Et ensuite, je suis rentré chez les compagnons où là, je me suis spécialisé dans la dorure et le travail de peintre en décor, c'est-à-dire les faux ciels, les faux bois, les faux marbres. Mhm. Et donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années, principalement dans les musées. D'accord. Et justement, comment s'est articulé ce champ d'artisan à artiste? Alors, ce que je vous disais, c'est que dans ce travail de compagnonnage, c'est la conservation. Et moi, je trouvais réducteur toute cette conservation, c'est-à-dire que tout ce savoir-faire, je trouvais que c'était dommage de le mettre que sur le pan de la restauration, donc perpétuer un classicisme qui existait, je trouvais que c'était dommage de ne pas l'emmener ailleurs Mhm. et de l'emmener sur un public plus large. Justement, j'aimerais montrer une œuvre que vous avez réalisée pour le Palais de Tokyo, pour l'exposition Double Jeu Ouais. en 2016, qui présente effectivement, vous avez complètement cassé les codes, c'est-à-dire que vous avez réutilisé l'idée des moulures pour en faire autre chose, le Golden Snake. Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Comment est-ce elle a été intégrée à cette exposition? Alors, cette exposition, c'était presque une scène de crime, Double Jeu. Et il y avait ce fil conducteur entre les différents artistes et les différentes installations présentées. Alors, en fait, c'était à l'initiative de Jean Deloisy, qui était le directeur du Palais de Tokyo à ce moment-là. Et le thème de cette exposition était la schizophrénie entre l'artiste et l'artisan. Donc, je tombais, je pense, je tombais pile poil comme sujet ou comment on pourrait dire, comme victime ou comme meurtrier de ce thème. Et justement, si on voit sur ces visuels, c'est autant un hommage qu'une contestation du classicisme qui est figé. C'est-à-dire que j'aime autant
ce patrimoine dans lequel j'ai grandi, mais tout ça, c'est ma matière, mais j'essaie d'amener une réflexion sur doit-il être figé, à quoi sert-il, comment le percevoir. Et, et là, j'aurais du mal à définir est-ce que c'est classique ou est-ce que c'est avant-gardiste ou est-ce que c'est punk. Chacun y voit sa lecture. Les matériaux, c'est du plâtre moulé avec une dorure à la feuille d'or. Donc, c'est tout le classicisme, mais sous un autre prisme, sous un autre regard et évidemment un regard beaucoup plus contemporain qui déconstruit le classicisme traditionnel. Alors là, on a pu voir votre travail sur la dorure, sur l'or, sur les moulures. J'aimerais également présenter une autre œuvre très emblématique de votre travail, qui est le miroir froissé, que l'on aperçoit derrière vous également. Alors, quelle est l'histoire de cette œuvre, Mathias? Mais en fait, moi étant peintre vitrier, c'est Mhm. donc ce travail du verre, le verre étant un matériau rigide, indéformable par définition, et c'est la continuité de votre image précédente qui est tous ces matériaux rigides enfermés dans leur code. Donc on peut prolonger cette phrase par la pensée unique. Et moi, c'est tout un travail de déformation sur les matériaux rigides, donc que ce soit le verre, le plâtre, les corniches, les choses qui étaient chez les compagnons, il y avait ces choses figées qui étaient, on va dire, enfermées dans des codes, et notamment le compas et l'équerre, avec, avec comme ça une rigidité, un classicisme, et c'était de rendre leur liberté à tous ces matériaux. Donc là, ce travail du verre, moi, ma seule référence était de le froisser, de me libérer de cet apprentissage et de ces dogmes techniques et esthétiques dans lesquels j'avais grandi. Mhm. Et justement, comment est-ce que vous travaillez, Mathias, au quotidien? Ah, il y a autant de réponses que de projets. Comment je travaille au quotidien? Ben, j'essaie de me libérer donc de tout ce que je vous disais, de tout cette tradition qui m'a enfermé. Parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc mon métier ne m'a pas seulement formé, il m'a élevé. Dans le sens, comme on élève ses enfants, j'ai appris à dire bonjour sur des chantiers, vous voyez, dans ce classicisme qui m'ont énormément enfermé. Donc tout ce travail, c'est de m'en libérer. Donc j'essaie de me mettre le moins de contraintes possible. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais en tout cas, chaque projet est tellement particulier. Mais l'idée étant toujours de conserver, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de créer une nouvelle corniche ou un nouveau matériau. Je pars de l'existant, c'est-à-dire de choses qui nous sont tous familières, que ce soit en fait, où on a grandi avec, où on connaît ces matériaux, et c'est d'y amener une autre lecture. Mhm. De Justement, redécouvrir ce vocabulaire dans une autre langue, on va dire. justement, la notion de vocabulaire est intéressante parce que chez les compagnons, il y a un vocabulaire en soi également. Il y a des Mais codes. oui, tout ce que je fais, même s'il peut y avoir un côté contestataire, c'est évidemment lié, tout ce que vous avez montré là, c'est évidemment le vocabulaire, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ce que je suis fondamentalement. C'est que ça reste un travail entre guillemets traditionnel de plâtrier, de vitrerie, de doreur. Donc c'est tout le savoir-faire. Est-ce que ce n'est pas une continuité du compagnonnage et est-ce que je suis un compagnon du 21e siècle? Est-ce que c'est tout le débat après? Est-ce que c'est une installation d'art contemporain? Enfin, évidemment, il y a les deux. Les deux sont liés. Après, ce qui est intéressant également dans votre travail, Mathias, c'est la scénarisation. C'est-à-dire que vous avez tendance à être en plus de l'installation physique, d'y ajouter une performance, que ce soit via la boxe, qui est une de vos passions, et également, vous avez créé un style, Mathias, avec la blouse blanche que vous portez, vos bras droits la portent aussi. Euh, Oui. Justement, expliquez-nous un petit peu ces codes-là. La blouse blanche, la boxe, comment est-ce que vous avez montré la boxe finalement dans cette installation? Ah bon, alors il y a deux questions. La blouse blanche, comment vous expliquer?
c'est comme votre badge pour vous à l'ambassade ou ces papiers d'identité pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai grandi avec ces codes. C'est ma seconde peau. C'est, je sais pas, j'aurais l'impression d'être nu. Enfin, c'est l'uniforme, voilà. C'est l'uniforme de l'ouvrier et du compagnon. Donc, je mets mon uniforme en me levant et je l'enlève en me couchant ou avant de picoler. Enfin, qui dit le travail, c'est lié à la blouse blanche, donc qui est comme on mettrait un survêtement pour faire du sport, voilà. Hmm. Et par rapport à la boxe, c'est une histoire un petit peu ancienne maintenant à mon âge, mais j'ai fait une dizaine d'années de compétition dans ce sport et on me demande souvent le lien entre l'artiste et la boxe et je réponds souvent, qu'est-ce que c'est qu'un boxeur si ce n'est un mec qui monte à poil sur une scène pour briller? Donc en fait, on va dire dans l'ego, employons le mot, c'est pas si loin. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui monte avec une mise en danger et qui monte seul pour affronter le regard des autres aussi. Et se battre Donc, aussi. oui, mais on se bat contre soi-même. On se bat. Vous savez, en boxe, on a rien contre l'autre puisqu'on le connaît pas. On affronte surtout ses propres peurs. Et un artiste, le bon goût étant référencé, par définition, il crée quelque chose que la société ne connaît pas encore. Il peut être trop en retard, trop en avance, enfin, mais en tout cas, il nage à contre-courant des codes sociaux. Vous voyez? J'aimerais également montrer encore deux installations que vous avez faites pour Hermès. Vous travaillez depuis un moment, Mathias, pour Hermès, pour Et des… puis, alors, j'en profite quand même pour remercier la Maison Hermès parce que dans tout ce genre de gros groupes, bah, il y a encore des petites maisons, enfin des moyennes maisons traditionnelles comme comme Hermès, qui sont fidèles, qui sont comme ça, qu'on accompagne. J'ai vraiment l'impression d'aller chez mon oncle et ma tante en ayant rendez-vous et avec une proximité, une tolérance, enfin, une confiance réciproque. Donc, c'est assez agréable, effectivement, à notre époque, d'avoir encore ce genre de relations professionnelles, d'échanges professionnels. Hermès, c'est encore une maison, c'est vrai, avec aussi des savoir-faire artisanaux qui sont mis en avant, qui rejoignent votre pratique Et artistique. des savoir-faire qui ne sont pas qu'un alibi, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot à la mode, hein, c'est un mot, c'est même et là, en fait, pour le vivre un tout petit peu de l'intérieur, c'est vrai que enfin, je sens une sincérité, et des codes qui sont ancrés dans leur ADN depuis toujours. C'est pas, ils n'ont pas découvert d'un seul coup les savoir-faire, vous voyez. Complètement. Alors, je Au montre. contraire, Alors, cette installation s'appelle Banquise. ouais. Vous avez réalisé également, alors, cette installation-là pour Hermès. On reconnaît les bottes classiques Hermès. Et également une installation de piscine. Donc, je n'ai pas récupéré la photo, mais, euh, Oui. mais est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ces deux installations? Comment vous Alors, avez travaillé sur ce projet, par exemple? alors, alors bon, on va commencer la première, c'est assez simple et c'est tellement fort visuellement. C'est que Banquise, évidemment, ça présentait une des collections dessinées par Pierre Hardy. C'était donc la collection hiver et je voulais créer un support qui soit un second plan, qui soit d'une neutralité, d'une invisibilité, mais malgré tout avec une évocation assez forte. Donc c'est une banquise en métal poli. On voit là, c'est qu'une petite partie, mais ça traversait 3 salons. Donc en fait, elle faisait au moins 15 mètres de long. Donc il y avait cette dimension comme ça minérale, j'ai envie de dire, qui supportait les chaussures. Donc elle est en miroir poli. Le dessus qui est blanc reflète le mur, donc c'est du miroir aussi, hein. Et la seconde, c'était évidemment la collection été. Donc j'aime moi ce côté immersif, voilà. J'aime ce côté immersif c'est que je voulais pas faire un objet, vous voyez, là on est vraiment dedans, on rentre dans un soleil, on flotte, on est immergé, voilà. Donc c'est des arches avec un dégradé qui amène jusqu'à ce rond rouge et les petits personnages de vraies personnes, ce qui donne une échelle. Je crois qu'il y avait 40 tonnes de sable. Enfin bon, c'était un petit peu une grosse installation, malgré tout. Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent aujourd'hui?
Je vous dis ça parce que c'est vrai que dans cette installation et surtout la suivante pour la galerie Alain Guitard, mais on y reviendra après, il y a quelque chose de Jodorowsky, de la montagne de la sacrée, montagne sacrée. dans ce soleil. Ah oui, bon, là, c'est le soleil qui donne ça, mais un soleil, bon, c'est assez littéral, on peut faire plein de liens, mais non, moi, on va dire, Felice Varini, c'est quelqu'un qui m'a toujours séduit, et Jean-Pierre Reynaud, pour son côté architectural, immersif aussi, une neutralité, mais un code malgré tout assez fort, et c'est un petit peu, enfin voilà, Jean-Pierre Reynaud, évidemment. Et je vais citer un autre que je collectionne, qui s'appelle Éric Pougeot, voilà, un D'accord. artiste contemporain, qui est un peu plus bonne que moi, mais qui est quand même on va dire, il y a une dimension institutionnelle déconstruite, voilà. Différemment, mais plus sur le vocabulaire, plus sur les mots, MOTS. Et Mhm. voilà, on va dire, c'est les trois qui me nourrissent. On va continuer avec la On va galerie continuer avec la galerie. Alain Guitard. Et justement, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec des galeries d'art et des institutions? Est-ce que vous vous situez plutôt du côté des installations pour des institutions publiques? Est-ce que vous êtes beaucoup en lien avec des galeries d'art, notamment à Paris? Comment est-ce que Ouais, se répartit votre travail votre avec travail. les différents acteurs actuels de l'art contemporain? Alors là, moi, je suis surtout avec une équipe de fidèles que j'ai constituée, que j'ai formée. Et, et je travaille surtout moi, tout seul dans mon atelier avec mes amis et assez peu en lien avec la galerie, assez peu en lien avec les institutions. J'ai eu la chance récemment et je remercie le Palais des Beaux-Arts de Lille de m'avoir donné cette carte blanche. Donc Mhm. je ne sais pas si on montrera les photos plus tard, mais Je vous- et je le vous- mobilier national aussi. Mhm. Et dans les deux cas, c'est vraiment, bon voilà, là c'est un petit peu un travail comme de vitraux. C'est normalement une verrière qui est en verre blanc et sur lequel j'ai fait un ciel pixel en vitrail, donc en transparence. Et avec en dessous, ce qu'on voit là actuellement, un bassin fait de miroirs et un bassin qui déborde. Et donc là, on voit évidemment la réflexion du ciel qui est au-dessus se refléter dans le bassin. Et voilà. Et c'était pour rendre hommage aux Beaux-Arts. Donc moi, j'ai grandi en restaurant ce genre de lieu. Et j'ai été très impressionné par ces ciels religieux, spirituels, avec des bleus de Prusse, avec chargés, vous voyez, avec les fumées, les fumées napoléoniennes sur les tableaux. Et c'était rendre un hommage, voilà, là, c'est Narcisse, c'est moi posé sur le bassin, à Encore ce une fois, classifier. on voit justement ce côté aussi immersif où vous aimez vous mettre en scène via l'installation. C'est une particularité. Alors là, c'était par simplicité parce que dans ce musée, il y a un vrai narcisse en marbre, Mhm. mais en prod, c'était trop lourd, trop compliqué. Enfin bon, et comme je suis un peu impatient, j'aurais dit, bon, ok, bah, je vais le faire moi, je vais devenir le narcisse. Et je trouvais intéressant que l'artiste s'auto-dénonce et se mette dans son œuvre en assumant cet ego et ce voyeurisme. Là, on voit encore l'eau qui déborde. Ouais. C'est un travail. Mais voilà. Ouais, Pardon. allez-y, allez-y. Cette installation, par exemple, ça a nécessité combien de temps de travail? Euh, euh, le montage sur place en tout, parce que le bord blanc, vous voyez, est en marbre. Mhm. Les miroirs, on les a tous calés pour qu'ils ne soient pas plans, pour avoir vraiment ce côté, les clapotis de l'eau, vous voyez, pour avoir vraiment cet effet de mouvement. Et c'était une petite semaine d'installation sur place, en sachant qu'il y a évidemment en dessous de tout ça, il y a une structure en bois. Et c'est cette structure qui était le plus long à construire parce que forcément, c'est pas démontable, c'est pas transportable. Donc, c'était construit sur place. Donc, l'idée était de faire venir tous les matériaux avant et d'avoir carte blanche dans le musée pour créer. Oui, oui. Évidemment, on a fait de longs mois d'échanges avec le musée. Et
pour trouver la place, la dimension, les contraintes évidemment liées à l'accueil du public. Comme c'est du miroir, ça peut être dangereux. Donc, bon, après ces échanges-là, c'était une petite semaine sur place. D'accord. Justement, vous pourriez nous parler d'une œuvre un petit peu coup de cœur. Coup de cœur pour vous? Pour vous? Ah oui, non, pour moi, il n'y a pas d'œuvre coup de cœur. Pour moi, chaque œuvre symbolise une brique qui, mis bout à bout, font un mur. Et c'est le mur qui m'intéresse. Je vous ai bien eu là. Hein. La cathédrale. Oui, oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Non, Comme le mais Golden Snake. oui, 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 voilà. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le miroir froissé, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu la corniche en or qui est derrière vous, mais elle n'est pas plus importante que le palais des. C'est l'ensemble, en fait, et c'est très sincère, c'est l'ensemble qui sont plein de facettes de mon métier, de mon ex-métier, de mon ancien métier de peintre décorateur. Et le travail sur le ciel a autant d'importance que le travail sur le marbre ou sur le verre, et l'un n'aurait pas enfin, c'est l'ensemble c'est comme plein de mots qui font une phrase, en fait. Ce qui me fait penser à la cathédrale de Proust, quand il dit que tout son travail littéraire, en fait, c'est une construction progressive, Oui, qu'on ne peut pas la prendre en partie pour comprendre oui. Oui, son et œuvre. je m'appuie sur une de ces pierres pour aller sur une autre. Et donc, c'est vraiment l'ensemble. Ouais. J'aimerais présenter également une œuvre, une installation un petit peu différente qui est très intimiste pour deux raisons. D'abord, c'est une installation qui avait. Alors, elle s'appelle Besoin d'air. Mhm. Et donc, chez les compagnons, je restaurais souvent des ciels, vous savez, les ciels en médaillon avec les anges d'eau, etc. Donc, un travail classique qui m'a énormément marqué et nourri. Et dans un mur, cette œuvre s'appelle Besoin d'air, comme à Lille, tout mon travail sur le ciel s'appelle Besoin d'air. Et donc, ce que ça évoque, c'est naturel. Donc, c'est de la taxidermie, le pigeon est empaillé. Mhm. Et je me suis dit, moi donc mon métier était de faire des trompe-l'œil. Et si normalement, techniquement et spirituellement, ce travail était juste, normalement, l'oiseau devrait foncer sur le mur. Donc c'était vraiment le symbole de la liberté, de l'évasion. C'est un travail encore une fois, dedans, dehors. Donc de casser les codes. Pour moi, c'est pas du tout décoratif parce qu'en fait, on le perçoit, on le sent plus qu'on ne le voit. Donc il n'y avait pas de volonté de. C'était vraiment en fait de casser le mur, de le faire reculer et encore une fois de casser les codes et à la fois architecturaux de la définition d'une pièce par sa perspective. Et normalement, ce genre de travaux se font au plafond. Donc, voilà, c'est tout ce travail d'évolution du classicisme français. Et j'adore le romantisme que ça peut évoquer. Oui, complètement. C'est une image. Au tout début, quand j'ai vu cette image, moi, j'ai pensé que c'était une installation sur le musée de la chasse à Paris. Ah oui, oui, C'est vraiment entre le rapport avec Animaux Empaillés et puis il y a une grande délicatesse en fait qui contrebalance parfois avec des installations qui sont beaucoup plus brutalistes. Ça veut pas oui, forcément oui, oui. dire brut, mais voilà, c'est une tendance différente de votre travail que je ne connaissais pas avant. Ah oui, mais Jérémy, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que pour moi, la corniche, par exemple, du palais de Tokyo qui est derrière vous, c'est aussi plein de romantisme. Est-ce que ce n'est pas les ruines de notre héritage haussmannien? Enfin, pour moi, il y a toujours quelque chose de romantique et de nostalgique, et j'y suis très attaché, je l'assume à 200%. Et si vous voulez, même le miroir froissé, qui évidemment pique et peut paraître menaçant, il y a aussi ce côté minéral et ce diamant, donc il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de la beauté brute, de la beauté menaçante, non touchée peut-être par la main de l'homme. Mais et là aussi, c'est que moi je revendique pas le fait d'avoir fait le ciel, c'est juste tout un chacun se reconnaît dans cette image et l'idée c'est pas du tout moi de le signer, c'est comme on regarderait la télé, c'est que j'ai envie moi de vivre dans ce salon et le soir en rentrant du boulot plonger les yeux dans cet infini qui ne m'appartient pas. Vous voyez, c'est vraiment l'évasion, c'est l'infini, mais c'est pas moi qui ai inventé le ciel, c'est juste une reproduction
de mes fantasmes et de mes rêves que j'essaie de transmettre. C'est très beau. Et parlez-nous un petit peu de cette installation que j'ai présentée rapidement, qui a eu lieu à la galerie Alain Guttard. C'était plusieurs œuvres que vous proposiez. On retrouve de nouveau les miroirs. Et ce soleil, comment est-ce que vous avez conçu cette installation? Ben, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du ciel peint que vous avez montré précédemment, mais en sculpture, donc en volume, au lieu d'être sur de la 2D, donc de la peinture. Là, on est en 3D, on est en volume. Donc, c'est pour le soleil, c'est 5 couches de miroirs de couleurs différentes. Donc, je pense que l'image parle d'elle-même. Et ensuite, c'est des clouds au mur. Et donc, c'est tout ce travail, encore une fois, de dehors-dedans et et d'évolution du ciel peint classique avec un traitement, on va dire, plus numérique, plus contemporain, plus numérique en fait dans les codes, vous voyez, dans ce côté pixel, voilà, mais c'est toujours cette évolution, cette continuité du travail de peindre des corps, mais en installation. J'ai une question pour vous, Mathias, de Dina Baitasova, qui est galériste ici au Kazakhstan. Elle me demande, est-ce que vous vous considérez comme un artiste ou comme davantage un artisan et quelle est votre réflexion sur le statut d'artiste aujourd'hui? Quelle est ma réflexion d'artiste? Non, quelle est votre réflexion sur le statut d'artiste actuellement? Oh là là. Alors, je vais faire une pirouette. Je passe ma vie à dire il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Je préfère faire que je. Tiens, les grands discours font des petites journées et j'aime à dire moins de blabla, plus de résultats. Bon, je vous ai bien eu avec tout ça, mais le statut d'artiste, c'est son métier à elle de trouver la réponse à ça. Moi, je fais des œuvres. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui comprennent pas. Moi, je fais. Vous voyez, je fais. Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez. Enfin, je fais pas pipi dans des bouteilles. Vous voyez, c'est assez facile de traduire et la dimension artisanale, et la dimension fait main, et la dimension d'évasion et de classicisme et de romantisme. Après, moi, je comprends pour certains, enfin, je peux comprendre que certaines s'en foutent. Enfin, moi, j'oblige personne, je fais mon boulot et j'ai pas trop besoin de mettre des définitions en dessous, vous voyez. Donc le statut d'artiste, il est libre, il s'autodéfinit et chacun. Voilà. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais même pas. C'est pas à moi de me définir. C'est pas à moi de poser des questions sur. Moi, je fais mon truc dans mon coin, mais enfin, je sais même pas. Moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je viens pas d'un cursus où j'ai fait les beaux-arts pour pour faire artiste. Ça m'est tombé dessus parce qu'on m'a viré de l'école et que j'ai fait un apprentissage. Donc, je déconstruis ou j'ai pas eu trop le choix. Voilà, je fais une évolution de mon travail d'artisan ou de compagnon en le faisant à contre-courant. Le statut d'artiste, ça me passe au-dessus. Enfin, je me reconnais pas trop enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai une autre question de Ritis Goul qui demande en quelle année vous avez commencé à créer. Ah, c'est une bonne question. Euh, alors, j'ai envie de dire que puisque ce que je fais désobéit à tout ce que j'ai appris, parce que chez les compagnons, c'est le compas et l'équerre. L'équerre faisant 90 degrés, le miroir froissé s'appelle 190 degrés. Donc, c'est déjà une désobéissance et une contestation. Donc, à partir du moment où chez les compagnons, j'ai commencé à désobéir à un petit niveau, et puis après, j'ai pris de l'ampleur. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, déjà à l'école, quand j'ai tout fait pour qu'on me vire à 14 ans, c'était déjà aussi créer quelque chose. Donc, c'est encore une fois des petits cailloux qui sont devenus des briques, puis qui sont devenus des pavés, et puis peut-être des montagnes. Mais j'aurais du mal à mettre, vous voyez, est-ce que c'est au moment où je suis sorti d'un système conventionnel et scolaire classique, donc c'était à 14 ans? Est-ce que c'est quand je suis parti de chez les compagnons? Avant, peut-être même, avant. Oui, je pense. Donc c'est encore une fois, enfin, moi, il y a pas un jour où je me suis réveillé avec avec mon bac d'artiste. J'ai pas attendu ça
pour faire artiste. Je pense que artiste, c'est un truc lié à la liberté, à ne pas suivre des codes. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez, j'aime à dire que Duchamp, je promets à ce jeune homme une longue carrière, mais comme j'ai pas été à l'école pour apprendre sa vie, j'ai jamais fait artiste pour être Marcel Duchamp. Donc je ne veux ni faire de l'anti-Duchamp, ni être le nouveau Duchamp. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ma vie. Voilà. Moi, j'ai la chance de pas être, d'avoir un système parallèle à la branchitude contemporaine et dans lequel voilà, j'aime à dire que je suis un artisan libre à ce moment-là. Je vais passer un petit extrait de la vidéo du film documentaire réalisé par Mila Kiss, que je salue aujourd'hui. Mila est réalisatrice et il y a tout un travail euh, sur le confinement, justement, à la fois dans vos ateliers, le regard qu'elle porte sur vos œuvres. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je vais le présenter et j'aimerais avoir votre regard dessus. Le 16 mars, il y a eu le confinement. Je me suis retrouvée dans le Marais, les 2 ateliers de mon père, ma casquisse. Je m'appelle Mila Kiss, j'ai 23 ans. Et j'ai un peu filmé notre quotidien, moi à travers lui, ses dessins, ses miroirs, sa manière d'appréhender une nouvelle vie. Notre manière à nous deux de rester créatifs, de continuer d'écrire des choses. Oui, chef. Oui, chef, bien, chef. Chef, comment on fait pour devenir chef? La gueule est grave. Alors, je me suis mise à observer des trucs qui traînaient, des archives. Et j'ai compris tous les reflets que cette situation nous apportait. Et ce qu'on pouvait en tirer. On écoute du Johnny Hallyday quand il chante l'enfermement. Alors, Mathias, déjà, est-ce que vous l'aviez vu, ce film documentaire, avant? Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu, oui, oui, bien sûr. Je reste le boss, donc tout ce qui sort d'ici, c'est validé par moi. Quelles sont vos impressions quand vous le voyez? Les 5 premières secondes, comme ça m'échappait, euh, j'ai eu peur. Donc j'ai peut-être même eu les 5 premières secondes une petite montée angoissante et d'énervement. Et puis après, j'ai été, je pense, séduit, charmé, admiratif. Et ça m'a ému dans ces petits moments volés d'une fille sur son papa. Il y a une grande sensibilité. On ressent beaucoup d'amour, même dans la photo que l'on a mis en avant pour la fille. Est-ce que votre relation, justement, et ce confinement vous stimule dans votre création mutuelle? Pour Mila, on l'a vu. Et pour vous, Mathias? Je vais laisser la répondre. Ben oui, je pense qu'on s'apporte beaucoup et que ce confinement nous a beaucoup rapprochés. Ce que je disais à mon père la dernière fois, je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble. Et c'est vrai que on baigne tous les deux dans la création, mais de manière différente. Et il est une inspiration pour moi. Moi, je ne sais pas si je suis une inspiration pour lui, mais en tout cas, on est dans une bonne énergie, je pense, Ouais. de faire des choses. En fait, je pense qu'il y a de la découverte mutuelle, personnelle, professionnelle.
il y a une complémentarité dans ce documentaire, enfin ce film le prouve. Et puis, c'est vrai qu'il y a une stimulation, c'est-à-dire que seul, à un moment, c'est pas évident de. Donc là, il y a une espèce d'interaction, d'encouragement au quotidien. Je me dis, ah tiens, je la retrouve demain, on va faire ça. Enfin, vous voyez, donc on se pousse et on se motive comme une équipe. Ouais, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Mila, justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours? Alors moi, je suis allée au lycée, j'ai eu un bac L et puis j'ai fait un petit peu de fac de cinéma, mais ça m'a pas plu du tout parce que je suis pas du tout scolaire et j'avais l'impression presque de perdre du temps. Et du coup, je suis allée droit au but et j'ai réalisé 3 courts-métrages et j'ai fait des stages sur des tournages et j'ai essayé d'être un maximum sur le terrain et d'être dans le concret. Mhm. Donc, j'ai réalisé 3 courts-métrages et puis après, j'ai fait des petites pubs, des petits films pour la mode et dernièrement pour Numéro Magazine. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Vous pouvez nous parler de vos courts-métrages? Oui, alors c'est des courts-métrages que j'ai réalisés. J'ai commencé assez jeune, à 18 ans. Et, et c'est des courts-métrages, c'est beaucoup sur l'adolescence. C'est assez onirique. Euh, j'ai un peu une obsession avec l'adolescence. Et c'est des courts-métrages que sur des bandes de filles. Et enfin, voilà, c'est assez abstrait et c'est très onirique. Et voilà, mais j'avais besoin de tuer mes obsessions adolescentes en les faisant. Voilà. Et justement, quels sont vos projets en cours et à venir? Comment est-ce que vous profitez du confinement ou comment tout simplement le confinement n'arrête pas votre besoin de créer et de travailler? Euh, Moi, c'est un peu étrange le confinement. C'est pas que ça a rien changé, mais c'est-à-dire que je suis encore jeune, je suis au tout début de ma vie, et du coup, je sais jamais ce que ça va être mon lendemain. Je sais jamais. J'ai pas d'école, j'ai pas de vrai dôme. Tout est très aléatoire et c'est juste une bataille du jour le jour pour avoir des projets, pour réussir à les concrétiser, à les écrire et aller jusqu'au bout. Donc en fait, confinement ou pas confinement, moi ça change rien, ça m'empêche pas de. Je continue d'écrire. Et voilà, là j'aimerais bien faire un prochain court-métrage que je vais soumettre au CNC pour avoir une production. Et, euh, et je vais l'envoyer, mon dossier est prêt. Donc ça c'est mon prochain vrai gros projet. Et puis après, bah, la suite, certainement plein de choses, mais voilà, c'est comme je dis, c'est une bataille au jour le jour et on ne sait jamais ce qui va arriver, quand, quoi, comment. C'est des rencontres au fil de la vie, quoi. Donc, voilà. J'ai une question pour vous, Mila d'Almaty. Est-ce que votre choix de vous orienter vers l'art s'explique par votre entourage et l'influence de votre père? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vraiment y répondre, honnêtement. J'ai jamais réfléchi comme ça, en tout cas. Euh, certainement, parce qu'on est toujours influencé par ses parents et que c'est vrai que j'ai grandi là-dedans, mais comme j'aurais pu faire complètement autre chose, en fait, je sais pas. Et en Je même temps, pense c'est que une c'est. pratique artistique qui est très différente. C'est pas une pratique artistique héritée. Vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas été formé par Mathias dans. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, effectivement. En tout cas, je suis bien contente qu'on ne fasse pas vraiment la même chose. Et, que je sois dans un média de la vidéo, mais non, mais je sais pas. Je sais pas, certainement. Donc, très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Mathias et pour Mila Kiss.
J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes fille unique? Non, pas du tout. Non, j'ai 3 autres frères et sœurs, on va dire. Mhm. Un petit Marius de 19 ans et puis 2 autres avec ma mère avec un autre mariage, mais on est tous connectés, on est tous une grande famille. Voilà. Et justement, est-ce que vous avez une œuvre que vous aimez particulièrement de votre père Mathias? Oui, le miroir froissé. Il est très Parce présent justement dans le film documentaire. oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours beaucoup aimé le regarder, me regarder dedans. C'est une œuvre qui m'a. Enfin, j'étais jeune quand il l'a faite, quand il l'a réalisée. Et en fait, ça m'a tout de suite beaucoup touchée, ça m'a frappée. Et il y a quelque chose de très accessible en fait, et ça me fascinait de me regarder dedans. Et même des fois, encore quand je suis toute seule, je traîne dans les bureaux, je passe et je me regarde. Et ouais, alors je regarde les autres reflets de la pièce. Et je trouve que c'est une œuvre qui me correspond très bien en fait. Je dirais ça, ouais. J'ai une question de Lia. Est-ce qu'on utilise souvent le court-métrage à l'école pour présenter ou bien expliquer le matériel par les professeurs? Alors, je pense que c'est plutôt une question sur est-ce que vous avez appris le court-métrage? Est-ce que c'était quelque chose qui était enseigné lorsque vous étiez à l'université? Non, non, pas du tout. C'était Non, un enseignement très théorique. d'accord. Donc, vous êtes formée toute seule finalement. Oui, 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 complètement. Oui, je ne savais pas du tout comment faire un film. J'ai tout appris sur le tas. Il y a une question d'Almaty qui demande, y a-t-il des réalisateurs qui vous inspirent, Mila? Oui, oui, j'adore Sofia Coppola. Mhm. C'est d'ailleurs mon père qui m'a montré pour la première fois un film d'elle, Virgin Suicide, quand j'avais 14 ans. Il m'a beaucoup marqué. Sofia Coppola et Jim Jarmusch. J'aime beaucoup aussi David Lynch. Voilà. Je les ai notés dans le chat pour les retrouver. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci, Jérémy. Merci à vous. Est-ce que Merci à je tous. me demande si vous avez des plans, enfin des plans en français, enfin plutôt si vous avez des projets à venir dont vous souhaiteriez nous parler, notamment des projets à l'international. Moi, non. Euh, Et moi, pour l'instant, dans cette situation et ce contexte, on va dire on est un peu en pause, donc on ne sait pas. Hmm. Et Ce des qui est- projets à venir. Mila, vous vouliez nous dire des projets également à venir, hors international? non, bah, moi, j'ai rien de très concret. Comme dit papa. Comme tout est un peu en pause, voilà. J'aimerais réaliser un prochain film, ça c'est sûr, mais pour quand, comment, je ne sais pas. Un court-métrage ou plutôt un long-métrage? Un court métrage sur l'intelligence artificielle. Justement, une de nos prochaines invitées, ce sera Marion Carré. Elle est la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Axmona et qui s'intéresse au lien entre intelligence artificielle et culture aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer des partitions, créer des œuvres d'art, etc. C'est intéressant, il y a tous de nouveaux enjeux qui sont liés à la technologie et, euh, et à l'intelligence artificielle. J'ai une autre question de Chirine. Est-ce que vous, est-ce que vous avez des artistes, des jeunes artistes que vous trouvez particulièrement intéressants et que vous conseillez, en tout cas aux Kazakhstanais, au public, de connaître? Euh, bah, je sais pas. Ouais, les jeunes artistes, précisément jeunes. Jeunes dans Il y a leur rien. pratique artistique. Ouais. Je suis navrée, il n'y a rien qui me vient
à l'esprit. Que les vieux, moi. Ouais. Mathias, vous avez travaillé avec des jeunes artistes que vous avez mis en avant. Euh, vous pensez à qui? Lors de projets, j'avais lu lors d'une interview que vous aviez réalisé une installation commune avec en valorisant aussi des jeunes créateurs. Ah, Euh, comme ça me dirait. Moi, en tout cas, je suis toujours enclin à collaborer, à participer avec le plus pas forcément les artistes parce qu'ils se prennent trop la tête, mais en tout cas avec les jeunes et former beaucoup de jeunes, surtout beaucoup. Moi, j'ai beaucoup formé d'apprentis et j'encourage tout le monde à le faire et à prendre un jeune en stage, ça peut changer sa vie parce que ça fait partie du cursus et ça peut stopper un cursus. Donc, de toute façon, en dehors du statut d'artiste, là, je prends souvent, j'aime collaborer avec des jeunes, des moins jeunes. Mais j'adore de toute façon l'association. Je pense qu'il me vient des compagnons où le fait de faire des choses à plusieurs, c'est toujours plus intéressant. Hmm. Bon, super. Et Merci. par rapport à votre question précédente, je trouve on est tellement soumis à l'information, on n'a surtout pas besoin de la fille Kiss ou du père Kiss pour être conseillé. Je pense qu'en fait, la curiosité de chacun, et si la personne n'est pas curieuse et qu'elle préfère rester dans son bain, je l'encourage à ça et je ne conseille jamais personne parce que je trouve que les gens passent trop de temps à conseiller les autres et c'est très emmerdant. Donc, je trouve que c'est génial à un moment d'avoir 2 heures de réflexion et regarder par la fenêtre à rien avoir à faire, j'encourage ça. Bon, sur ce mot de la fin, merci beaucoup Mathias. Merci à Merci. Merci Jérémy, merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Donc pour ceux qui suivent notre programmation, merci à vous d'avoir contribué à cette 4e session de rencontre culturelle. Donc lundi prochain, pour ceux qui s'intéressent aux études en France, nous organiserons avec Campus France Kazakhstan une rencontre avec 4 étudiants, 2 kazakhstanais et 2 profils internationaux sur les études en France, que ce soit les universités et les grandes écoles, HEC, Sciences Po. Et jeudi prochain, nous renouvellerons le marathon littéraire sur la poésie française cette fois. Et le week-end prochain, je vous réserve de nouveau une surprise avec des rencontres culturelles avec un acteur du monde culturel français. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt. N'hésitez pas à suivre notre actualité culturelle, celle de l'ambassade de France et du réseau des Alliances françaises sur la page Instagram des AF, de l'Alliance française d'Astana, des Alliances françaises du Kazakhstan en général. Campus France Kazakhstan également aussi communique sur nos événements. Nous nous verrons demain pour parler des études en France et puis je serai ravi de vous retrouver pour les prochaines sessions du marathon culturel et des rencontres culturelles. Merci beaucoup.